Bonjour à tous, je suis Philippe Viexorek, je suis directeur innovation du pôle Minalogique. Donc on est un peu loin de nos terres puisqu'on est le pôle numérique des technologies en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vous remercie d'être venu à cette table ronde. Donc aujourd'hui, l'IA, effectivement, c'est devenu une réalité industrielle qui touche quasiment tous les secteurs d'activité. On a même du mal à échapper à ces buzzwords au sens positif du terme. Par contre, c'est quand même assez complexe à mettre en œuvre, ces choses-là. Et puis, notamment dans des domaines un peu compliqués comme la sûreté, les transports, les applications militaires, la défense, etc. Et l'IA a été nourrie depuis de nombreuses années par des auteurs de science-fiction qui ont fait que ça a généré plein de fantasmes et plein d'inquiétudes quelque part chez nous autres utilisateurs. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu comment on peut encadrer cette IA, ou est-ce qu'il faut l'encadrer pour retrouver ou placer de la confiance dans cette intelligence artificielle ou dans les produits qui font appel à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde trois personnes, trois intervenants qui vont chacun nous partager leur vision industrielle de l'intelligence artificielle et justement de cette intelligence artificielle de confiance. Donc à commencer par Arnaud Youlalen, qui est PDG de Numalis, qui est une PME montpelliéraine, si je ne me trompe pas, qui est spécialisée effectivement dans l'évaluation de la sûreté qu'on peut placer dans une intelligence artificielle et donc dans la fiabilité des systèmes qui en découlent, et qui notamment édite des standards internationaux au sein de l'ISO sur ces sujets-là. Notre deuxième intervenant sera Jonathan Teboul, qui est coordinateur du groupe intelligence artificielle chez MBDA. Et notre troisième et dernier intervenant sera Cyril Capi, qui est au sein de la direction de recherche du groupe SNCF et responsable du groupe Sécurité Système. Et il est également détaché au sein de l'IRT Saint-Exupéry à Toulouse, dans le cadre du programme franco-canadien DEL, qui s'occupe de certification. Bienvenue messieurs, merci de nous consacrer du temps. Je vous propose de commencer peut-être par nous donner un aperçu effectivement de votre vision de l'IA de confiance, telle que vous la voyez dans vos activités, dans vos secteurs respectifs. Peut-être commencer par le secteur du transport avec la SNCF. Oui, volontiers. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation à participer à cette table ronde. Alors, côté transport, côté mobilité, je vais vous dresser un petit peu le contexte. Aujourd'hui, on a des enjeux qui concernent tout le monde, notamment sur la décarbonation. On a des enjeux aussi de mobilité, puisqu'il y a une forte demande et une croissance continue de demande de transport, et notamment de transport vert. Donc on a besoin de gagner en performance et on a besoin d'aller chercher notamment des solutions qui sont plus proches de l'automatisation que du fonctionnement manuel. Donc l'intelligence artificielle s'est présentée à nous comme toute naturelle. On n'a pas attendu, on a déjà lancé beaucoup de chantiers, notamment dans le cadre du service, notamment chez Oui SNCF, où il y a déjà du chatbot qui est disponible. Également pour nos personnels, en utilisant du speech-to-text pour tout un tas de cas d'usage administratifs, internes à l'entreprise. Et puis, plus proche de nous, est venue se poser la question de l'autonomie des systèmes, et notamment des trains. On travaille depuis quelques années sur un programme de train autonome. Le train autonome, c'est un train intelligent, ce n'est pas du métro automatique qui fonctionne avec des capteurs, c'est vraiment un train sur lequel on va conserver les systèmes existants en venant greffer une intelligence qui visera à remplacer dans le niveau le plus haut, le GOA4, le Grade of Automation 4, qui visera à remplacer la conduite manuelle. Donc on a besoin de développer des systèmes d'IA pour la reconnaissance de la signalisation sur les voies, pour la détection d'obstacles par exemple. Au-delà de ça, on a tout un tas de cas d'usage pour l'intelligence artificielle pour notre entreprise, notamment dans le domaine de la sûreté. Comment détecter les comportements malveillants à bord des trains et dans les gares en général. Comment assurer la maintenance prédictive. Un volet aussi de surveillance de nos infrastructures. On a beaucoup d'assets et donc ça nous intéresse particulièrement de développer des intelligences artificielles pour surveiller des passages à niveau, pour surveiller de la défectuosité de certaines pièces.
Et puis, in fine, le volet également cybersécurité, où on a beaucoup de travaux en cours sur le développement d'intelligence artificielle pour la cybersécurité. Donc ce sont principalement dans ces domaines-là qui sont plus opérationnels que de services que vient se poser la question de la fiabilité de ces algorithmes, puisque vous imaginez bien qu'on ne peut pas lancer un train en toute autonomie sur un mode par exemple comme du TGV à 320 km/h sans être garant de la sécurité de cette intelligence. Et vient se greffer aujourd'hui tout un tas de problématiques puisque jusqu'à présent, le ferroviaire est un domaine de haute sécurité avec des exigences qui sont très élevées, au même titre que l'aérien ou le nucléaire. Donc on a besoin de prouver sur tous les systèmes qui sont développés une sûreté de fonctionnement avec des niveaux parfois jusque du 10 puissance moins 9. Et aujourd'hui, les challenges, ils sont là. Comment transposer tout ceci sur de l'intelligence artificielle? Comment arriver à prouver que notre intelligence artificielle aura une fiabilité à la hauteur des systèmes existants actuels? Merci beaucoup. Peut-être passer au secteur de la défense. Donc, bonjour à tous. Je vais vous introduire un peu les cas d'usage de la défense et en particulier celui du secteur des systèmes de missiles. Alors, c'est vrai que en fait, on navigue dans un secteur où finalement les mobiles aériens qu'on conçoit sont déjà, intègrent déjà de l'autonomie. Donc finalement, l'IA pour nous, c'est un prolongement hautement naturel de certaines fonctions de guidage, de coordination des effets, de traitement d'image. Je reviendrai par ailleurs sur ces aspects-là. Et donc, bien sûr, comme toute entreprise aujourd'hui industrielle, on a également des problématiques de maintenance préventive, de l'IA appliquée au système industriel, à la production. Mais finalement, si on regarde le spectre du produit, que ce soit dans le développement de nos systèmes qui intègrent finalement de l'autonomie, guidage, pilotage, navigation, que ce soit le traitement d'image, on se rend très vite compte que, par exemple, sur le traitement d'image, l'IA, c'est aujourd'hui, l'IA à la sauce du machine learning va bouleverser et apporter de la performance, une performance beaucoup plus forte sur la discrimination des cibles, par exemple. Donc tout ce qui est aide à la détection, la reconnaissance, à l'identification des cibles, ce sont des travaux hautement importants pour finalement faire en sorte que nos armées dégagent un avantage opérationnel. Et c'est bien ça l'enjeu, hein, c'est un enjeu de souveraineté, c'est d'être en capacité d'apporter aux forces, et donc c'est bien le rôle d'MBDA, d'apporter aux forces un avantage opérationnel grâce à nos systèmes qui vont finalement bénéficier de l'IA, mais pas n'importe comment. C'est bien ça l'enjeu, c'est que nos systèmes intègrent déjà de l'autonomie contrôlée, très fortement contrôlée. Donc nos algorithmes sont déjà encapsulés avec une surveillance en continu de leur comportement. Donc aujourd'hui, hier, on avait finalement des briques d'extraction de caractéristiques, on va dire, classiques. Aujourd'hui, l'extraction de caractéristiques et la classification, le machine learning va pouvoir nous l'apporter. Mais on va finalement devoir sonder ces algorithmes au même titre qu'on sondait ces algorithmes pour dégager des sorties qui nous servaient finalement à juger de la pertinence de la réponse, par exemple, d'une image par rapport à un algorithme. Ce qui est déjà fait sur des systèmes traditionnels, mais là, vous voyez bien, on a parlé d'autonomie, de détection, on va pouvoir apporter un supplément beaucoup plus fort. On va pouvoir classifier des cibles, on va pouvoir dégager, finalement quelque part lire une image, aussi complexe soit-elle dans les images qu'on traite, c'est-à-dire des images radar, des images infrarouges, pas forcément celles qu'on voit, toutes les images qu'on voit dans le civil aujourd'hui.
Donc ça, c'est un pan, on va dire, orienté traitement d'image. Donc c'est un cas d'usage extrêmement important de l'IA chez nous. Le deuxième pan important, c'est ce qu'on appelle les algorithmes systèmes. Des algorithmes qui fonctionnent déjà aujourd'hui sur la base de, on va dire, des d'IA traditionnelles, recherche opérationnelle, optimisation. Tout ce qui est algorithme d'allocation de nos systèmes aux menaces. Donc on appelle ça command and control. Aujourd'hui, toutes ces logiques-là vont évoluer à l'aune des techniques de machine learning. En particulier, je pense à l'apprentissage par renforcement. Donc le groupe que je pilote finalement adresse tous ces cas d'usage et va devoir finalement apporter la même rigueur technique dans la validation, la vérification de la sûreté de l'utilisation d'algo et d'être en capacité d'apporter les preuves de la maîtrise de cet algo et de son intégration dans des chaînes fonctionnelles qui peuvent être des chaînes fonctionnelles beaucoup plus complexes. Donc l'IA, c'est pas tout, c'est dans une chaîne fonctionnelle. Et si on l'introduit de façon hautement maîtrisée. D'ailleurs, nos cycles sont assez longs et nécessitent finalement, sont aussi longs parce que en fait, on qualifie, c'est comme une certification. On a une qualification de nos systèmes, c'est comme une certification au sens des avions, mais dans le périmètre défense et avec la DGA, donc un service du ministère des Armées, où il y a un service technique auquel on apporte toutes les réponses pour être en manière de qualifier l'IA au sein de nos systèmes. Et c'est bien ça, quand on parle finalement de cas d'usage IA. Et chez nous, on a donc les volets traitement d'image et les volets algorithme système. Donc tout ce qui est command and control et préparation de mission. Voilà, c'est un peu le dernier exemple un peu phare que j'aimerais vous parler, c'est par exemple ce qu'on est en train de faire sur la planification automatique des trajectoires, où nos systèmes vont devoir proposer à l'opérateur différentes trajectoires. Vous pensez un peu au Waze qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, une trajectoire de système de pénétration d'un système longue portée. Aujourd'hui, les contraintes sont extrêmement fortes pour l'opérateur. Il faut devoir l'aider. Et finalement, l'IA en soutien aux opérationnels, c'est quelque chose qu'on va devoir, ce qu'on est en train de développer et sur lesquels on a besoin d'apporter toutes les logiques, que ce soit des briques de vérification, que ce soit toute une méthodologie complète pour valider ces systèmes. Merci. Et peut-être la dernière présentation sur les aspects standardisation côté Numalis. Yes, merci. Alors, l'IA de confiance, c'est quoi ? Bonne question, mais peut-être on va commencer par dire, mais la confiance, c'est quoi ? Si je vous demandais à chacun d'entre vous, c'est quoi la confiance ? Je pense que j'aurais autant de réponses que de personnes. Et donc de dire comment on va faire confiance à des IA, aujourd'hui ça va être un vrai challenge puisqu'on ne sait même pas forcément définir qu'est-ce qui pourrait nous donner confiance. Et tu l'as très bien dit en intro, Hollywood nous a gentiment savonné la planche depuis on va dire une trentaine d'années. C'est des jolis films quand même. C'est des très jolis films, mais ils ont planté la petite graine dans 2 générations au moins que l'IA c'est Terminator. En gros, en cours, c'est l'avènement de l'IA, c'est la fin de l'humanité. Voilà, c'est en gros le raccourci que nous a fait Hollywood depuis les années 80. Alors ça donne de jolis films. Le problème, c'est qu'effectivement, ça génère tout un tas de fantasmes dans la tête des gens sur qu'est-ce que c'est que cette technologie, quels sont les risques inhérents de cette technologie, et donc comment on peut l'encadrer pour lui faire confiance. Et comme je viens de le dire, finalement, définir comment on va lui faire confiance, c'est aujourd'hui une question qui est encore largement ouverte et qui est en débat dans plein d'instances à la fois, dont des instances de standardisation. Alors, comme l'a souligné très bien Jonathan, la plupart des IA, déjà, ne sont pas des IA qui remplacent. Ce sont des IA qui collaborent, c'est-à-dire qui appuient l'opérateur, la personne qui interagit avec.
Et ça se voit très bien par exemple dans la médecine, où finalement une IA qui aide un médecin à faire un diagnostic, cette confiance elle va se construire par le regard du médecin sur la qualité des sorties de son IA. Donc, par exemple dans ce cas-là, on pourra dire comment on va pouvoir définir un processus qui construirait de la confiance petit à petit. Mais dans d'autres secteurs, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas parce que l'utilisateur n'a pas conscience du système qu'il utilise. Quand vous montez dans un avion, vous avez confiance globalement dans le système d'avion, mais vous n'avez aucune idée de comment ça fonctionne. Vous n'avez aucune idée de comment juger. Est-ce que cet avion il est bien designé, il a bien été maintenu, bien validé? Vous faites confiance finalement au reste de l'écosystème autour de vous qui vous dit qu'ils ont bien travaillé. Et alors pour ça, il y a tout un tas de méthodes pour essayer de construire cet écosystème de confiance. Alors il peut y avoir des standards. Donc là, on peut penser à des standards ISO. Le plus connu étant, je pense que tout le monde a peut-être déjà entendu parler de l'ISO 9001, qui est un référentiel de qualité, qui définit la qualité dans les organisations. Alors du coup, on se dit, si vous avez tel standard, c'est que c'est bien, vous travaillez bien. Et donc du coup, je vous fais confiance. Donc on pourrait imaginer que ça puisse aider à construire un premier référentiel. Et après, il y a aussi des choses plus, contraignantes, comme des certifications, ça a été évoqué, où là, en gros, on passe par un organisme tiers qui est réputé de confiance et qui met des tampons ou pas tampons sur les systèmes pour leur dire j'ai audité et eux, ils travaillent bien, eux, ils travaillent pas comme il faut, donc du coup, je mets pas le tampon et eux, je mets le tampon. Et donc du coup, on fait confiance au tiers de confiance pour avoir confiance dans le système. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Et je pense que la réponse de comment on va pouvoir encadrer et construire de la confiance dans les systèmes, elle ne va pas être, il n'y aura pas une seule manière de le faire. Selon les secteurs, selon la criticité, selon les impacts que le système peut avoir sur la vie de tous les jours, sur celle de nos citoyens, mais aussi celle de l'économie, on va mettre des curseurs d'exigence qui vont varier. Peut-être que dans le médical, on va être très exigeant, dans l'aéronautique aussi, mais peut-être que sur des IA qui vous font des recommandations sur Internet, on va être plus conciliant. C'est pas très grave si on vous recommande un mauvais film plutôt quand on se plante et on vous recommande un mauvais médicament. Donc il y a tout un tas d'initiatives qui sont en train de naître dans plein de secteurs différents. Celui que je connais le mieux, c'est celui de l'ISO. Donc il y a un sous-comité à l'intelligence artificielle à l'ISO qui est en train de travailler depuis 3 ans à sortir toute une série de standards qui, on l'espère, vont devenir des standards les plus diffusés possibles et de manière très horizontale. C'est-à-dire que chaque secteur d'activité va pouvoir piocher dedans ce qui lui va bien en termes de management du risque, management de la donnée, vérification de la robustesse des systèmes, de l'explicabilité des systèmes. Donc tout ça, ce sont des sujets qui sont traités à l'ISO et qui, on l'espère, vont pouvoir être déclinés par secteur pour apporter une réponse aux besoins du secteur pour favoriser une seule chose qui est l'adoption. Le but du jeu dans toute cette affaire, c'est que les systèmes aussi performants, aussi beaux soient-ils en termes techniques, soient utilisés, soient adoptés par les industriels et in fine par la société qui va accepter ces innovations. Et donc là, on comprend bien que si on n'arrive pas à construire des preuves, des discours, des processus, des tiers de confiance suffisamment, pertinents, on n'arrivera pas à convaincre et à renverser ce verrou psychologique que nous a mis Hollywood dans la tête pour que les gens se disent oui, l'IA, c'est une technologie comme les autres et il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des processus comme dans tous les autres secteurs. Et même si moi je ne comprends rien à comment fonctionne un avion ou une centrale nucléaire, je sais qu'il y a des gens très intelligents qui savent comment ça marche et eux, je leur fais confiance et donc je suis d'accord pour que ça existe dans mon monde autour de moi. Donc voilà, je pense que c'est à peu près Merci beaucoup. Donc, effectivement, du coup, je retiens bien le message. Effectivement, on peut faire confiance à un tiers de confiance, même si par définition, peut-être on ne devrait pas lui faire confiance. Mais bon, voilà. Si on rentre un peu plus dans le détail, toujours sur le secteur des transports, donc effectivement, on commence à avoir des véhicules autonomes.
avec des succès variés. On n'a encore pas une voiture qui conduit à notre place. Après, est-ce que c'est souhaitable d'en avoir une ou pas? C'est pas le débat aujourd'hui. Mais si on se ramène au domaine ferroviaire, donc on commence à avoir des métros qui sont complètement autonomes, alors qui sont quand même l'avantage du métro, c'est qu'il est quand même dans un environnement très contraint par définition. Appliqué à un train qui roule effectivement à l'air libre, qu'est-ce qui nous bloque? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il y a encore des verrous à lever? Où on en est sur ces choses-là? Est-ce que c'est déjà, enfin, vous l'avez mentionné comme projet en introduction, donc je pense que c'est d'actualité. Alors oui, effectivement. Alors à la réponse, est-ce qu'on peut le faire? Je vais répondre oui, on est en train de le faire. Et on a des objectifs très, très ambitieux, mais le programme Train autonome, hein, qui a déjà débuté il y a quelques années, avance selon son planning, donc on est très confiant. On n'est pas les seuls, il y a d'autres projets tout autour du ferroviaire de la planète, mais il faut savoir que les contraintes ne sont pas les mêmes. Vous évoquiez le métro, donc comme je l'ai dit, le métro, c'est de l'automate. C'est-à-dire qu'on a bardé de capteurs les voies, ça fonctionne super bien, sans conducteur, je pense que vous l'avez tous utilisé sur Paris, mais ça coûte très très cher. C'est inenvisageable de faire ce type de solution sur un environnement de zone diffuse. On a 35 000 km de voies, les coûts seraient astronomiques. Donc il nous a fallu trouver une solution qui est plutôt, comme je l'évoquais, donner une certaine intelligence au mobile, sans changer l'infrastructure. On ne touche rien à l'infrastructure, on dote juste le mobile d'une intelligence. Et donc, de la même façon, les écueils ne sont pas les mêmes selon les pays. Si on se compare à la Chine, hein, qui travaille vraisemblablement également sur de l'autonomie, en Chine, ils ont développé des lignes grande vitesse à une cadence infernale, mais ils ont choisi de mettre beaucoup d'infrastructures en hauteur. Donc, ils n'ont pas les mêmes problématiques que l'on peut avoir en France avec une infrastructure ouverte et tout un tas de situations à considérer. On est plus ouvert que le métro, naturellement. C'est plus simple pour le métro que pour nous. Par contre, c'est plus simple pour les Chinois parce que, voilà, en mettant leur voie en hauteur, ils ont naturellement moins de problématiques. Ceci étant, aujourd'hui, pour prendre deux exemples, on travaille sur le train autonome, sur la détection d'obstacles et sur la reconnaissance de la signalisation. Donc on est sur du traitement d'image. On pourrait se dire finalement c'est assez simple parce que la reconnaissance de la signalisation, elle est standardisée, notre signalisation. Il n'y a pas énormément d'informations. Néanmoins, on doit considérer tout un tas de choses qui sont notamment déjà le domaine d'utilisation. Voilà. Dans quel domaine d'utilisation on fonctionne, c'est difficile à le définir. On n'a pas vraiment de standard parce que jusqu'à présent, on ne s'était pas posé la question de devoir formaliser ce domaine d'utilisation. Il y a des approches qui ont été développées dans l'automobile avec des normes comme la SOTIF. Aujourd'hui, on étudie de près ces normes-là. Elles nous semblent intéressantes, mais pas forcément assez performantes pour être appliquées en tant que telles dans le ferroviaire. On a besoin de quelque chose de bien plus large. Donc cette question-là du domaine d'utilisation est un premier problème à traiter. Alors, quand on fonctionne d'un point de vue système, il y a beaucoup de choses, effectivement, qu'on va pouvoir facilement régler, parce que si on se pose des questions de luminosité, de vibration, on peut imaginer qu'aujourd'hui, on ait tout un tas de capteurs disponibles sur étagère qui seront capables de répondre à ces exigences-là. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une grosse partie du domaine d'utilisation qu'on va pouvoir monitorer avec ce type de capteur. La difficulté est lorsqu'on se rapproche vraiment des fonctions essentielles de la brique de machine learning, par exemple, où là, soit on n'a pas les capteurs disponibles au jour d'aujourd'hui, soit l'information doit être traduite. Je vais vous prendre un exemple concret. Dans ce domaine d'utilisation, on a quelque chose qui est compliqué aujourd'hui pour nous, qui sont les conditions météorologiques. C'est compliqué pour un humain, un conducteur, quand il fait beau, il arrive à facilement discerner la signalisation. Lorsqu'on a du brouillard, ça se complique un petit peu. Comment on fait demain pour une IA pour lui indiquer le niveau de brouillard? Voilà. Donc on travaille déjà sur ces sujets-là. Il y a des techniques qui existent. On teste des techniques pour faire du transfert d'image, parce que la difficulté que l'on a aussi, c'est pour que mon IA soit robuste face à des conditions dégradées, il faut que je puisse l'entraîner.
Maintenant, comment j'ai la garantie que je peux avoir en acquisition des données d'entraînement qui reflètent mon domaine d'usage? Voilà. Là, c'est difficile. Même si on laisse des caméras tourner pendant 2 ans, pendant 10 ans, on n'a aucune garantie qu'on va avoir l'intégralité des nappes de brouillard, des intensités de brouillard, de neige, de pluie que l'on pourrait rencontrer. Donc on a recours à de la simulation. On travaille actuellement sur des techniques d'intelligence artificielle pour simuler des images que vous avez pu voir un petit peu dans l'actualité en ce moment sur tout ce qui concerne le deepfake. C'est les mêmes techniques. C'est comment je transforme une image synthétique mais qui est hyper réaliste. Et le second step, c'est de soumettre ces images avec des moyens de méthodes formelles, par exemple, comme ce que peut proposer Numalis, pour venir tester la robustesse de notre algo d'IA face à ces conditions dégradées. Donc, tout ceci, ce sont des exemples assez précis, mais des exemples comme cela, il y en a multitude. Comme disait Arnaud, pour apporter la confiance, pour apporter les garanties, on va devoir travailler de nombreuses propriétés. Donc, on a la robustesse, on a les propriétés de performance safety, comment traduire en performance safety du 10.9 pour une image. On a l'explicabilité à apporter, puisqu'effectivement, dans l'IA, il ne s'agit pas de tout automatiser à outrance. Et même si on automatise des systèmes avec un haut niveau, on aura toujours l'human in the loop, naturellement. Donc il faut pouvoir retranscrire à cet humain ce qui se passe dans le système. On a des propriétés comme la fairness. Alors on n'a pas vraiment de traduction française, mais ça rejoint un petit peu l'éthique, tout ce qui touche auprès des biais. Et tout ceci, voilà, aujourd'hui, il faut le penser, il faut le préparer. Et je rejoins Arnaud sur le fait que la solution, elle ne se trouve pas sur une solution. Elle se trouve sur des diverses solutions qui, en fonction du cas d'usage, vont pouvoir venir nous donner confiance, nous donner certaines garanties et surtout prouver ces garanties-là. Merci. Donc effectivement, on va passer à un cas d'usage radicalement différent. Effectivement, le secteur de la défense et militaire. Donc je dirais que les IA doivent être effectivement pensées comme une aide, mais que l'humain doit primer par-dessus tout. Enfin, la décision humaine, à mon avis, est encore... la problématique avec le transport et le ferroviaire est encore différente, mais effectivement, dans le monde militaire, c'est la décision humaine qui doit primer. Donc, comment aujourd'hui, Jonathan, chez MBDA, effectivement, vous arrivez à encadrer le couple IA-humain ou contrôler, ou pour garantir effectivement que c'est bien l'humain qui est toujours maître de son système? Alors, j'ai envie de dire, nos systèmes sont par nature designés avec l'humain dans la boucle et ils le resteront. Ça c'est clair. Comme l'a dit récemment la ministre de la Défense sur la stratégie, finalement, parce la Défense s'est dotée d'une stratégie dédiée sur l'IA. Et on a clairement, et on est bien sûr clairement en phase, c'est-à-dire que l'homme restera au centre des décisions sur le feu. Alors, quand on a dit ça, comment ça se concrétise techniquement? Si on va dans le détail, tout à l'heure j'ai parlé de traitement d'image. Très concrètement, aujourd'hui, on aimerait apporter une aide à l'opérateur, aux soldats, aux combattants débarqués, pour identifier dans une gamme d'imagerie infrarouge. On pourrait penser également au visible, parce qu'on a maintenant des capteurs de tout type, d'un système qui l'aide à reconnaître un type de char. Alors, pour ce faire, on se base sur notre capacité, depuis maintenant plus de 30 ans, de façon synthétique, à générer des images. C'est-à-dire qu'on s'est doté depuis un très grand nombre d'années de générateurs d'images synthétiques sur la base de moteurs physiques, donc en gros des lancers de rayons lumineux. Donc on a... alors il ne faut pas penser à des rendus photoréalistes comme lesquels on voit beaucoup ça aujourd'hui, tout ce qui est photoréaliste, des belles images, mais dans le monde de la physique, et on s'est rendu compte dans le monde de l'apprentissage aussi, il faut alimenter
les algos avec une gamme de données suffisamment hétérogène. Et puis ça, j'ai envie de dire, on le fait aujourd'hui déjà à travers la validation de nos systèmes sans IA. Mais avec l'IA, ce que ça va apporter, c'est d'être en capacité finalement d'avoir une base de données d'images réelles, une base de données d'images synthétiques, d'avoir un processus de validation sur lesquels on a convergé récemment avec la DGA sur des programmes, donc ce processus-là, et d'utiliser aussi des briques de validation formelle, et puis on peut en témoigner, je témoigne aujourd'hui de la pertinence des briques développées par Numalis pour avoir la bonne... finalement de juger de la pertinence des frontières qu'on établit entre les classes. Est-ce que ces frontières-là sont remises en cause si on intègre un certain niveau de bruit dans l'image? C'est un peu l'enjeu. Donc, process de validation, process de mise au point du machine learning, briques de validation formelle, tout un tas de méthodes s'associent pour faire en sorte que l'IA qu'on apportera au service de l'humain soit correctement qualifiée, pour ne pas dire certifiée. Qualifiée, c'est dans notre monde. Qualifiée. Et donc, voilà un premier exemple. Deuxième exemple, comment le couple humain-machine. Typiquement, tout à l'heure, j'ai parlé de la génération automatique des trajectoires. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer, on est vraiment dedans, on va proposer un set de trajectoires à un opérateur pour qu'il n'ait pas finalement à faire un processus manuel, mais on va continuer à le proposer et on va apporter un regard sur les performances de chaque trajectoire. Donc proposer par exemple 4-5 trajectoires avec des axes différents. Donc il y a une trajectoire qui est un peu plus... qui est meilleure sur la consommation, et une autre trajectoire qui est meilleure pour la survie du système. Donc on va intégrer des métriques de performance et surtout ne pas apporter une réponse brute. Et puis là, vraiment, on est dans le métier. Ça veut dire que là, on est dans le design de l'IA avec les opérateurs, de savoir qu'est-ce qu'on va apporter pour que la réponse de l'algorithme, finalement, soit lisible, compréhensible et utilisable. Parce qu'il va falloir l'utiliser. Donc, voilà deux exemples où il y a un premier où, finalement, techniquement, il y a des choses à apporter. Tout à l'heure, je parlais de la frontière de classification. Regardez à quel point elle est robuste. Et ça, il sera. Après, dans le design de la brique elle-même, bien sûr, l'humain va être va l'utiliser. Donc, je veux dire, on va le penser pour un opérateur. Merci. Donc, ce que je comprends en vous entendant parler, c'est qu'effectivement, quand même, les IA, on dit souvent que c'est des boîtes noires. Donc je vais me tourner vers l'expert de la table ronde sur ces sujets-là. C'est comment on ouvre ces boîtes noires pour un peu voir ce qu'il y a dedans et puis m'assurer en tant qu'utilisateur que ça va se comporter effectivement comme je voudrais bien. Arnaud, peut-être. Alors oui, c'est vrai qu'elles ont le machine learning, plus précisément, parce que l'IA c'est un domaine très vaste, hein. Il n'y a pas que une technique à l'intérieur, c'est un grand plat de spaghettis avec des tonnes et des tonnes de techniques, mais la plus connue en ce moment, en tout cas celle que les journalistes font leur miel dessus, c'est le machine learning. Et c'est vrai qu'il y a cette image de le machine learning, c'est des boîtes noires, on ne peut pas les expliquer, voilà, il y a des choses qui rentrent, il y a des choses qui sortent, mais à l'intérieur c'est de la magie noire. Ce qui vaut d'ailleurs aux gens qui pratiquent cet art, on va dire, d'être un peu des magiciens. C'est-à-dire que le data scientist, souvent dans les organisations, est vu un petit peu comme les arcanes occultes, où on lui donne des données, et puis magie, et puis d'un coup il y a un système très intelligent qui sort.
Bon, alors, malheureusement, la vérité est un peu plus crue, c'est un peu moins joli que ça. Mais en fait, non, c'est pas du tout de la magie noire, c'est des maths. C'est des maths compliquées, certes. C'est des maths où on considère le monde non pas en 2, 3 dimensions comme nous on a l'habitude de le faire, mais en 10 000, 100 000, 1 million. Et donc du coup, en 1 million de dimensions, l'esprit humain, très clairement, il ne suit pas. On a beau lui dire que l'objet en 1 million de dimensions, il ressemble à ça, l'humain, il ne peut pas se le représenter, il ne peut même pas le visualiser, il peut pas le toucher, quoi. Donc du coup, il dit, je comprends pas, c'est une boîte noire. Mais en vrai, c'est un objet qu'on peut auditer, un objet qu'on peut regarder mathématiquement, qu'on peut manipuler mathématiquement. Donc quelque part, la difficulté, c'est pas tellement qu'on a obfusqué le fonctionnement des IA, c'est juste que notre esprit n'est pas fait pour raisonner dans ce monde à très très haute dimension. Alors c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a des techniques qui essayent de déconstruire, on va dire, cette difficulté pour essayer d'en extraire ce qui est pertinent pour l'humain. Et donc c'est toutes les techniques d'explicabilité, sur lesquelles par exemple nous on travaille aussi, qui permettent partant de cet objet complexe, mais qui n'est pas interdit de regarder, qu'est-ce qu'on peut tirer qui est humainement compréhensible. Et donc là il y a tout un processus, et là on rejoint cette notion de standardisation, c'est qu'il faut le faire de la bonne manière, et il faut le faire en se trompant pas. Parce que sinon, on risque de faire des biais d'interprétation ou des biais de validation. Donc, le but du jeu, c'est de sortir quelque chose qui est pertinent et qui est compréhensible. Et qui donne du coup à l'opérateur, très clairement comme dans le cas que décrivait Jonathan, non seulement des informations sur la qualité de ce que propose le système, mais surtout de pouvoir le justifier. Si on lui dit passe à droite plutôt qu'à gauche, il vaudrait mieux savoir pourquoi. Si la personne veut finalement construire une relation de confiance avec son système, il a envie de savoir quelles sont les raisons qui te font dire que je devrais mieux prendre à droite. Donc il y a des techniques, il y a des moyens de reconstruire du sens à partir de ces objets complexes. Après, c'est encore des travaux de recherche qui sont très actifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une solution magique, un coup de baguette qui vous explique tout dans le machine learning. Mais ce sont des travaux qui sont... Moi, personnellement, je pense qu'il y a des niveaux de maturité qui augmentent très vite et qui vont de plus en plus devenir, j'allais dire, classiques dans les processus de conception. Et donc, la prochaine, sûrement, génération de développeurs / data scientists, puisqu'à un moment donné, les deux vont finir quand même un petit peu par fusionner, auront ce genre d'outils, comme aujourd'hui ils ont d'autres outils d'audit de code pour vérifier que le code il est bien écrit, qu'il est bien indenté, et que ça fera partie de sa caisse à outils de tous les jours pour valider, pour écrire et pour mettre en production des IA qu'il aura compris et dont il maîtrise le comportement. Merci. Juste avant de prendre quelques questions du public, j'aimerais bien parce que je pense que votre discours a probablement créé quelques interrogations. J'aimerais vous entendre tous les trois, peut-être en une phrase, parce que le temps tourne, désolé pour ça. Donc aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de choses autour de la certification, autour de effectivement peut-être le fait de légiférer, etc. Où est-ce que vous attendriez l'effort public, qu'il soit français ou européen, pour justement qu'on arrive à créer ces IA de confiance? Est-ce qu'on a besoin de faire l'équivalent dans la cybersécurité, c'est l'ANSSI qui effectivement certifie, voilà. Est-ce que c'est qu'un problème de financement et que vous attendez effectivement les pouvoirs publics pour accélérer ces choses-là? Est-ce que c'est de la standardisation? Est-ce que, je ne sais pas, dans l'ordre où vous voulez. Moi, je peux commencer si vous voulez. Moi, je vais prêcher pour un peu ma paroisse, mais moi, je pense que là où il y a un trou dans la raquette aujourd'hui, c'est dans la standardisation. Et surtout en Europe. Aujourd'hui, pour ceux qui, j'allais dire, connaissent un petit peu le monde de l'IA, 99% des lignes de code que vous utilisez pour fabriquer de l'IA ont été écrites à la Silicon Valley quasiment. Ce qui pose un problème de souveraineté à un moment donné. Il y aura à un moment donné sûrement un défi à dire mais comment on fait sans eux? Et donc du coup, s'il faudrait quand même un petit peu s'activer, c'est au niveau de la dynamique industrielle. C'est pas forcément que les pouvoirs publics, c'est pas que résolvable avec de l'argent
du contribuable, c'est plutôt aussi une dynamique industrielle qui doit s'amorcer, de la PME jusqu'au grand compte, pour dire, ok, mais comment on fait une IA, alors de confiance, explicable, robuste, tous les sujets là qu'on a évoqués, mais qui colle aussi avec nos valeurs européennes, avec nos valeurs françaises, et qui du coup protègent et construisent des barrières à l'entrée pour défendre nos entreprises à nous, pour éviter d'être juste une colonie numérique de la Silicon Valley ou de la Chine, qui est en train de faire la même chose que la Silicon Valley. Donc moi je pense que l'effort où il devrait être porté aujourd'hui, c'est dans une prise de conscience qu'aujourd'hui l'heure tourne, les standards sont en train d'être écrits et qu'ils ne sont pas forcément écrits par des Européens, et ils ne sont pas forcément écrits avec les intérêts des Européens à cœur. Et que si on n'est pas à la table, en général on a déjà perdu. Cyril, Jonathan ? Oui, peut-être quelques mots. Alors, moi, j'ai pas de conviction absolue sur. Je pense que, effectivement, les autres continents ont pris beaucoup d'avance. Néanmoins, ce que je peux voir, je suis présent dans le programme DEAL, on a quand même un beau terreau de compétences mathématiques ou data scientists en France et en Europe plus globalement. Donc, je pense qu'on a les moyens aujourd'hui. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées par le gouvernement français, avec les 3 IA, avec Anity, il y a beaucoup de programmes, que ce soit DEAL ou que ce soit Confiance AI. Moi, je vois le comparatif parce que dans le programme dans lequel je suis, DEAL, c'est un programme franco-canadien, donc on travaille sur Toulouse avec un écosystème plutôt français. Et puis, côté canadien, ils travaillent également sur les mêmes thématiques. Et puis, on fait ce qu'on appelle des carrefours, c'est-à-dire qu'on va au croisement et on compare nos résultats. Bon, globalement, on voit qu'on n'est pas en dehors des clous du nord de l'Amérique. Ceci étant, effectivement, sur les approches de standardisation, on a certainement pris du retard. Il y a des choses qui vont sortir. Il y a, au niveau européen, l'AI Act qui va bientôt paraître, c'est une bonne chose. On manque certainement encore de lobbying et de working group sur ces questions-là, de certification de l'IA d'un point de vue européen pour toutes les filières confondues. L'aviation a développé déjà quelques working groups. Typiquement, nous, dans le ferroviaire, ce n'est pas encore le cas, on pousse pour ça. Mais je pense que dans les filières, on a besoin de s'organiser et d'être présent, effectivement, dans ces travaux de normalisation, si on veut, à un moment donné, à la fois contribuer, mais également apporter certaines garanties. Puisqu'aujourd'hui, comme Arnaud le dit si bien, 99% de ce qui est disponible, ça vient de la Silicon Valley, mais ça ne correspond pas du tout à des standards ou à des outils industriels. Aujourd'hui, on programme de l'intelligence artificielle avec de la même façon que dans un système industriel, que dans un système pour Facebook ou quelque chose de service. Donc ce n'est pas admissible. Si on souhaite aller vers des systèmes critiques, il nous faut absolument développer en parallèle des langages de programmation qui sont robustes, des hardware qui sont prévus pour, et tout ça, ça se travaille en amont. Voilà. Jonathan ? Et alors, moi je crois aussi à la standardisation, et je prêche plutôt pour une standardisation sectorielle, voire même sous-sectorielle, parce que tous les cas d'usage sont vraiment différents et on a cette nécessité de ne pas freiner l'innovation. Donc pour être en capacité de fournir des standards au niveau sous-sectoriel, il faut travailler à l'échelle de l'Europe. Et je pense que la souveraineté sur ces aspects-là, elle interviendra au niveau européen, je l'espère. Alors nous, on travaille via les fonds européens de défense maintenant qui permettront d'agréger tous les industriels autour de problématiques spécifiques. Et là, j'ai l'exemple là, vraiment très très récent justement de Work Package qui sont instruits au niveau européen dans des projets par exemple de combat collaboratif où on va chercher à standardiser toutes les logiques de combat collaboratif. On va chercher à développer faire une revue, bien sûr, de tout ce qui se passe au niveau ISO, etc. Mais qu'est-ce qui est applicable au niveau sous-sectoriel et à ce cas d'usage, parce que l'enjeu, ça sera là. C'est-à-dire qu'on a parlé de chinois, bien sûr, les systèmes vont arriver. Les systèmes sont déjà standardisés, puisque le pays est suffisamment gros.
Voilà, il y a une nécessité d'avoir cette union des forces au niveau européen pour garantir la souveraineté, et je pense que ça intervient au niveau européen. Merci beaucoup. Je vous remercie sincèrement pour ces éclairages, parce que je m'intéresse un peu à l'IA aussi, mais j'ai appris des choses. Donc merci beaucoup pour ça. On a le temps pour quelques questions dans la salle. Je vous invite à vous rejoindre le micro sans le toucher à cause du Covid, si vous voulez poser une question. Ah, pardon. Ou sinon, je le fais passer. Encore mieux. Oui, bonjour. Merci pour ces échanges, merci pour ces explications, c'était très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez du programme de recherche Confiance AI, qui est lancé par le gouvernement, qui a été lancé par le gouvernement dernièrement? Bon, c'est encore un programme de recherche, c'est tout neuf, il n'y a pas encore de résultats, les travaux viennent juste de commencer, même, je ne sais pas si tous les partenaires sont encore autour de la table pour les travaux. Voilà, merci. Ouais, je peux en dire deux mots aussi. Ouais. Du coup, alors confiance.ai, déjà c'est une très bonne initiative, il faut la saluer. C'est une initiative très ambitieuse, il faut dire ce qui est. Le but, c'est quand même de construire une plateforme d'évaluation des systèmes d'IA, quand même in fine, donc c'est-à-dire un objet industriel. On n'est pas sur du POC, on n'est pas sur des travaux de recherche, on veut quelque chose à la fin qui pourrait être déployé chez n'importe quel industriel pour mettre, alors pas vraiment encore un tampon de certification, on n'est pas là, mais quand même pour y aller. Et il y a un gros volet aussi, standardisation. C'est-à-dire qu'il y a une action de recherche d'impact sur les comités de standardisation, qu'ils soient européens ou internationaux ISO, via confiance.ai, vu qu'il y a une fédération d'acteurs qui s'est regroupée. Après, il faut comprendre, c'est une logique IRT. Donc ça veut dire qu'il y a un pool de personnes à l'intérieur qui partagent leurs résultats. On n'est pas dans une logique open source. Donc ça veut dire que pour l'instant ça reste contenu dans le programme confiance.ai. Il va falloir attendre la fin du programme, donc d'ici 4 ans si je ne me trompe pas, pour que le reste de l'industrie puisse potentiellement acquérir, financièrement parlant, la plateforme confiance.ai. Donc voilà, pendant 4 ans, ceux qui sont dedans en profitent et peuvent prendre de l'avance. Par contre, le reste va devoir attendre que les résultats sortent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste rajouter deux mots. Nous, on n'est pas, pour l'instant, on se pose des questions, on n'est pas engagé, enfin le groupe SNCF n'est pas engagé sur Confiance AI. On est en discussion avec, on est engagé dans le programme DEAL. Ce programme DEAL n'est pas vain puisqu'il va nourrir. Dans le programme DEAL, c'est vraiment de la recherche appliquée, mais parfois même fondamentale, avec des TRL assez bas. Mais par contre, les résultats sont fournis auprès de Confiance AI parce que la volonté, et je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui, c'est de travailler ensemble, tout simplement. Parce que sur ces sujets-là, il n'y a pas 36 solutions, c'est que soit on travaille ensemble et on essaie, c'est une course au challenge dans tous les continents. Et comme je l'ai dit, on n'est pas en retard pour une fois. Dans d'autres sujets, on l'est. Là, on n'est pas en retard. Donc, on peut tirer notre épingle du jeu. Après, c'est un challenge. C'est pour ça aussi que les délais sont très courts et que les équipes sont vraiment, je ne vais pas dire mises sous pression, mais il faut aller vite. Et donc, je pense que l'organisation, pour une fois, en France, est correcte parce qu'on a de nombreux industriels qui jouent le jeu et qui viennent et qui mettent de l'investissement pour ces travaux-là. Et on a une contribution de travaux préliminaires qui vont permettre à Confiance AI de ne pas partir from scratch et vraiment de rebondir sur déjà des travaux qui ont été traités. Donc de mon point de vue, c'est une bonne initiative et je pense que ça devrait être le cas dans d'autres domaines parce que c'est comme ça qu'on y arrivera aujourd'hui, si on veut pouvoir à un moment donné lutter avec nos concurrents mondiaux. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou pas, sinon on redonne la parole à Jonathan pour Confiance AI. Ok, bah si vous voulez vous exprimer, je sais pas. Non, je veux dire, on est positionné, on a des liens avec les IRT qui contribuent fortement à Confiance AI. Donc on va bénéficier naturellement des résultats. On est sur des cycles un peu plus longs, donc aujourd'hui on met en place toutes les briques nécessaires. Donc on n'est pas dans une logique, on va dire, à l'échelle de 2 ans pour arriver très vite
à standardiser dans une course un peu dans le civil, à positionner un produit tout de suite, avec les bonnes capacités. Donc on suit de très près ce qui s'y passe et je pense que c'est un très bon programme et on échange régulièrement avec les acteurs du programme parce qu'on travaille avec eux sur plein d'autres projets basés IA. Donc on a des liens très forts. Ok, merci beaucoup. Malheureusement, encore une fois, la table ronde était très intéressante. Je vous invite je crois que le seul exposant c'est une humaniste, donc je vous invite à poursuivre les discussions effectivement sur son stand qui se trouve au fond du couloir à droite et Quasiment droite, tout gauche, droit et droite. un peu à droite. Voilà. Donc vous le retrouverez, le salon n'est pas si grand que ça. Je vous remercie d'être venu, bien entendu, et puis je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci, bonne journée. Merci. Merci à tous. Merci.